S'il y a bien un type de film qui marque mon esprit, ce sont ceux qui ont compris les thématiques qu'ils abordent et qui savent les entremêler avec des personnages et une symbolique qui crée un tout cohérent, venant nous frapper au ventre avec des émotions puissantes. Mais The Last of Us Partie 2, c'est pas un film? Non. Non, c'est pas un film. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attention, ça va spoiler. The Last of Us Partie 2 débute sur le souvenir des actes de Joel. Celui-ci ne regrette pas, bien qu'il ne puisse pas vraiment réaliser les conséquences qui s'abattront sur lui et Ellie suite à l'épisode de l'hôpital des Lucioles. La suite, de toute façon, ce ne sera plus son histoire. Il s'apprête à passer le flambeau à Ellie, car c'est à elle de suivre son propre chemin, de vivre sa propre transformation. Transformation incarnée par le papillon de nuit qui suivra Ellie durant tout le récit sous la forme des chansons de Joel. If I ever were to lose you. Étrange symbole pour débuter ce jeu. Après le volet précédent qui présentait la luciole comme emblème de l'espoir, le papillon de nuit se fait plus discret, se fond dans l'obscurité. Sauf quand il est attiré par une lumière vive qui, parfois, signifie le péril de sa vie. Mais qu'est-ce qu'on dit des papillons? Ils batifolent, ou s'ils le font pas, ils paraissent bien tristes. Ça tombe bien, la première chose qui est écrite dans le journal d'Ellie, c'est l'aveu de ses sentiments pour Dina. Dina sera ce qui rapprochera le plus Ellie d'une perspective d'avenir heureuse. Après tout, on connaît la plus grande peur d'Ellie grâce au jeu précédent. What are you scared of? I'm scared of ending up alone. Ce serait dommage de ne pas lui donner une chance d'éviter de finir seul. Après une introduction de notre antagoniste supposé, Abby, quatrième personnage jouable de la licence après Sarah, Joel et Ellie, avec qui on affronte nos premiers zombies suggérant qu'on devra s'identifier au combat pour la survie de ce personnage, on retourne avec les deux amoureuses qui patrouillent. Au cours de leur patrouille, au-delà de flirter, elles tombent sur un élan abattu par des monstres. Avertissement qui résonne avec le premier flashback de l'histoire, où un élan se fait attaquer par une meute de loups. La meute de loups, on vient de nous la présenter. C'est Abby accompagné de ses amis, de sa meute. Et l'élan, on risque de le revoir bien amoché. Et pour cause, il avait tué le zèbre. C'est une interprétation subjective comme la plupart des choses dans l'analyse, mais celle-là je la trouve un petit peu plus bancale. Enfin tant pis, et voilà l'idée. Le zèbre, je l'associe à Jerry. On l'apprend au milieu du récit seulement, mais Jerry est le père d'Abby. Dans sa scène d'intro, il sauve un zèbre avec l'aide de sa fille. Oh là là, quel homme moralement parfait! Seulement la scène d'après, il hésite à buter une gamine pour tenter de sauver l'humanité. If this was your daughter, what would you do? Voilà, donc moralement c'est plus si simpliste. Il décide d'opérer Ellie, donc finalement le mec est moralement zébré, ni blanc ni noir, et se fait par conséquent descendre sans pitié. Ce qui rend triste Abby, évidemment, donc Abby triste, Abby furieuse, Abby a traqué l'élan pour la battre avec sa meute de loups. I look like you heard of us or something. L'ordre naturel des choses puisque Joel aussi est moralement condamnable. L'élan est abattu, ce qui rend évidemment Ellie triste. La perte violente et injuste de leurs proches traumatise nos personnages. Ellie laissera la tristesse devenir une colère sans pitié, prête à démanteler un réseau d'esclavagistes et décimer la moitié d'une ville pour retrouver et tuer Abby. Et Abby, elle, réalisera que même après avoir assouvi sa colère, les souvenirs de son père continuent de la hanter. L'histoire du premier volet était renforcée par ce thème omniprésent. C'est marrant, dans un monde post-apocalyptique, ça semble logique que le deuil accable les personnages. Tout le monde est mort, tout le monde continue de mourir, la survie est sans pitié. Dans la première partie, Joel était motivé par la perte de sa fille Sarah, le poussant à se lier d'affection pour Ellie, elle-même motivée par la perte de toutes les personnes infectées auxquelles elle tenait. Donc The Last of Us Partie 2, rebelote, c'est une histoire de deuil globalement. Le deuil et la blessure qui motiveront leurs croyances. Et ça tombe bien parce que des croyances, Abby et Ellie n'en avaient plus. Enfin, Ellie avait une croyance, celle que son immunité signifiait quelque chose. Depuis que le sens de son immunité et par conséquent le sens de sa vie lui ont été retirés de force, elle erre dans l'attente de trouver une autre raison de se battre, qu'elle trouve malheureusement dans la vengeance de Joel. D'ailleurs, cette vengeance ne vient pas d'elle. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. Elle vient de Joel. C'est ce que lui aurait fait, ce qui convainc Tommy et Ellie de le faire à leur tour. Incapables de faire leur deuil, ils croient pouvoir faire vivre l'esprit de Joel en se montrant à la hauteur de ce que lui aurait entrepris à leur place. Lors de notre arrivée à Seattle, Ellie et Dina se mettent à la recherche d'essence pour ouvrir une porte qui les mènerait sur le terrain du WLF, le mystérieux groupe qui a tué Joel et qui semble avoir pris le contrôle de la ville de Seattle par la force. Wolf. WLF. I get it. Cette recherche de carburant nous emmène dans deux endroits qui seront les métaphores moteurs pour nos personnages. Le tribunal, dont on parlera plus tard, et la synagogue. This place is a synagogue. Do you still pray? Sometimes. It's a way to deal with grief. A way to show respect. Arborant une fière coupole, la synagogue est vide de monstres bien qu'encerclés, car les croyances les plus pures sauvent les âmes et sont un refuge pour les vivants. Non, je m'emballe, je pense pas que le jeu dise ça à propos des croyances. D'ailleurs, le jeu ne prend pas position, il pose des questions. La première croyance dont on entend parler dans la licence, c'est celle des Lucioles. Les Lucioles sont un message d'espoir d'un monde meilleur et d'un combat juste pour ceux qui sont opprimés. Have you found the light yet? C'est un espoir qui porte les gens comme Marlene, Riley, Jerry, Owen et plus tard qui portera Abby. Owen was right. Mais cet espoir a déçu d'autres personnes. Ellie ne nous dit jamais ce qu'elle pense de ce symbole, bien qu'elle regrette de n'avoir pas pu aider. Mais elle n'est pas dupe, elle sait que cet espoir a déçu des gens autour d'elle. Eugène, Tommy, Joel. L'idéalisme aveugle, ça ne lui parle pas trop. Ellie est une sceptique, elle pense que les croyances sont des illusions. It's for good luck.
I don't believe in luck. L'espoir ne sera pas sa quête. Sa quête, c'est sa vengeance. Elle le sait, elle ne s'en cache pas, mais elle est sûre de devoir accomplir cette vengeance. Pour elle, c'est une vérité, pas une croyance, parce que le problème des illusions, c'est qu'on ne sait pas quand on en suit une. What? Nothing. Good. Ellie souffre depuis la mort de Joel et même avant ça, elle porte de grosses blessures qu'elle va continuer d'accumuler sur son corps et dans son esprit en leur laissant à peine le temps de cicatriser tant sa haine l'anime. Sa haine envers le loup qui a abattu l'élan. Les loups sont introduits dans la violence, mais on ne sait pas encore que ce sont des loups. Et tout compte fait, leur violence semble bien ciblée. Joel Miller, you don't get to rush this. Ils détruisent la tronche de Joel, mais laissent Ellie et Tommy en vie, à croire qu'ils ne sont pas animés par la violence, mais par la justice. I want what you want, but not at any cost. En termes de croyances, la justice et l'ordre sont prédominants chez le WLF. La loyauté est tellement importante que les traîtres sont souvent exécutés. La mission du WLF était de libérer Seattle de l'oppression. Seulement les valeurs qui renversent l'oppresseur sont parfois celles qui finissent par opprimer, surtout dans une faction où la loi du plus fort domine. C'est parti d'un espoir de combat juste contre la Fedra, puis c'est devenu un petit peu trop militaire et tyrannique à son tour, faute aux ressources rares, aux infectés et aux attaques de fanatiques. Le loup est un loup pour l'homme. Non, l'homme est un loup pour le loup. Le loup et l'homme sont les meilleurs amis. Ah putain. Sans quoi, le lieu de vie du WLF ressemble beaucoup à la vie à Jackson. D'ailleurs, en parlant de la Fedra, bien sûr, on n'aime pas les militaires, vu que dans le jeu précédent, on devait les tuer. Mais si on fait attention, on réalise qu'à Seattle, ils ont fait de leur mieux. Sur la liste d'admission dans la zone de quarantaine, on voit qu'ils ont dû refuser et expulser de plus en plus de monde au fur et à mesure que les vivres s'épuisaient. Ce qui leur a valu la montée du ressentiment des populations de la zone avant de précipiter les rébellions. Et dans la synagogue, on peut lire une lettre du rabbin qui entretenait des conversations nocturnes avec le lieutenant Torres, à croire que ce dernier avait des préoccupations d'ordre spirituel. Et quand on retrouvera le corps de ce lieutenant au tribunal, on pourra lire dans sa dernière lettre qu'il espérait que le WLF réussirait à protéger les habitants de la ville. La Fedra à Seattle était dirigée par un homme dont les croyances le poussaient à tenter l'impossible, protéger et nourrir des populations en des temps dangereux. C'est aussi cette lettre qui nous avertit pour la première fois d'un danger que l'on estime alors pas encore comme étant de grande importance, les fanatiques. Ce sera bien plus tard, dans une ambiance de séminaire religieux qui a mal tourné, qu'on rencontrera ces gens merveilleux, les Séraphites. Ils apparaissent pour la première fois comme un message d'amour envoyé dans ce monde de monstres, un peu cheesy mais loin d'être flippant. Ce sont des vestiges du message partagé par Feu, la prophétesse je sais plus son nom, dont la mort a fait prendre un tournant surprenant aux pratiques du culte séraphite. Leur deuxième signe d'apparition, c'est une base du WLF étonnamment silencieuse pour une tour de radio. Fuck. Putain. Telle une menace tapie dans l'ombre juste avant le passage de nos protagonistes, les Scars ont tué tout le monde, pendu et éventré nos propres ennemis. Un message sanglant tel un cri de guerre peint sur le mur. On est loin des messages d'amour aperçus sur le chemin. Et quand on les croise pour la première fois, ils transpercent l'épaule d'Ellie d'une flèche avant même qu'on les voie. Des chasseurs sanguinaires qui exécutent leurs prisonniers lors d'un rituel de torture mortelle. Leurs jeunes guerriers s'ouvrent les joues et les laissent cicatriser pendant des semaines afin de se rappeler de leur condition imparfaite d'être humain. Séraphite est un dérivé du séraphin, ange à l'apparence humaine. Clip her wings. Mais quand on les voit répandre leur message, on finit par les voir plutôt comme des anges déchus tombés du ciel, des démons. They are nested with sin. D'ailleurs, le centre de leur communauté, le village d'Haven, signifiant Havre en anglais, finira par s'embraser dans une scène digne d'une fin du monde religieuse dans un enfer de violence. Mais ce sont aussi des Scars qui ont sauvé Abby d'une mort certaine. Abby tombe sur deux apostats du culte qui fuient le châtiment infligé aux mutins de leur sorte. Elle les aide à se libérer d'une mort certaine et ils le lui rendent bien. Mal en point, la jeune Yara et son frère Lev s'enfuient avec Abby en combattant les démons de la nuit. Abby les aide à trouver un endroit sauf, mais elle se réveille le lendemain en se demandant s'ils survivront. Ils seront la nouvelle cause d'Abby, sa tentative de rédemption. Dans ce monde déchiré par les croyances et à cause d'un passé lourd de violents traumatismes, Abby décide de suivre l'entraide avant de chercher l'espoir. Lev la poussera à vaincre sa peur des hauteurs. I can't do this, Lev. I can't do this. Yes, you can. Yara lui prouvera qu'il n'y a pas de camp quand il s'agit d'aider les siens. Those were your fucking people. You're my people. Et enfin, c'est Lev, porteur des enseignements de sa prophétesse, qui implore Abby de briser le cercle de la violence. She's pregnant. Good. Abby. Acte salvateur qui jouera grandement dans le dilemme final d'Ellie. Parce que vous voyez, à la base, les Séraphites y croient en l'amour. À la porte du martyr, ou des martyrs, on peut trouver l'histoire d'un soldat du Wolf chargé de surveiller l'ancienne prophétesse captive. Ce soldat était impressionné par le calme de cette femme et la capacité à ne pas perdre son sang-froid face à la pression qu'elle subissait par ses geôliers les plus hargneux. Crazy bitch. Do you even know what you were starting? On peut aussi comprendre durant notre parcours que plusieurs Wolves ont rejoint le culte durant leur combat, attirés par des idées d'amour et de paix, par une communauté qui ne s'identifie plus au monde d'avant l'effondrement et qui tente d'embrasser la nature de leur monde en toute humilité, conscient de leur imperfection. Lev nous apprend aussi que la plupart des pratiques violentes des fanatiques sont survenues après la mort de la prophétesse. Isaac, you turned a crazy person into a martyr. La vengeance a corrompu les cœurs des croyants, devenus aveuglés, perdant de vue l'important de leur enseignement. L'amour crée un havre de paix.
Et c'est ça qui sauve les âmes, c'est ça le refuge pour les vivants, ce havre de paix, cette douce lumière chaleureuse. Comme le dit si bien Dina, fière de ses origines juives, les croyances les plus belles sont celles qui célèbrent la vie. Mais ces manifestations miraculeuses de la foi sont des événements rares, parce que la plupart des croyances, en voulant défendre leur vision de l'amour, finissent par définir assez strictement les valeurs de bien et de mal. En voulant défendre leur vision de l'amour, elles finissent par condamner la haine, et en condamnant la haine, elles finissent par l'embrasser. La plupart des croyances finissent par faire leur propre justice. Le deuxième endroit où on est forcé de chercher de l'essence est le tribunal. Dans ce palais de justice, on affronte pas mal d'infectés, parce que la justice, souvent, est corrompue. C'est un milieu où il est fréquent de croiser des monstres. Mais surtout, on tombe sur une scène un petit peu perturbante. Des soldats de la Fedra, visiblement fusillés contre un mur par le Wolf. They weren't just executed. He shot them to pieces. Et puis, c'est là que dans la fameuse lettre du lieutenant Torres, on apprend l'intention de la Fedra à abandonner le combat et se retirer des lieux, déclarant ainsi la victoire au Front de Libération, à qui il lègue la défense des habitants de Seattle face aux infectés et aux fanatiques. Le Wolf, dans sa poursuite de liberté, a assassiné un ennemi vaincu. Tu parles d'une justice, c'est plutôt une vengeance. Mais qui est-on pour juger quand on incarne une Ellie décidée à traquer celle dont elle cherche à se venger? Sur le moment, dans le narratif, ça nous pousse à détester encore plus nos antagonistes supposés pour la violence du mouvement qu'ils ont rejoint. You don't need a lot if you're that vicious. Ce qui est rigolo lors de cette même scène, c'est qu'on apprend que le lieutenant Carmelo Torres, celui avec la machette dans la tête, prédisait que le WLF aurait du fil à retordre face à leurs ennemis fanatiques. Qu'en un sens, en se débarrassant de la Fedra, ils faisaient une erreur stratégique qui allait les conduire à leur perte. Et c'est exactement ce qu'il se passe sur l'île des Séraphites. Isaac, le chef du Wolf, a perdu. Lui, qui était intransigeant sur la justice, ordonnant d'exécuter les déserteurs et les intrus, pensait probablement faire ce qui était juste pour protéger les siens. Le problème quand on est occupé à tuer ses ennemis, c'est qu'on finit par perdre des alliés potentiels. Comme si la médaille de la justice, au reflet de vengeance, cachait un revers. D'ailleurs, au passage, on rencontre aussi un nouveau type d'infectés, les puants. C'est quoi leur particularité? Nuage acide et ils meurent en s'autodétruisant. Ça tombe bien ça va avec notre thème. Le chemin de la vengeance est un chemin d'autodestruction et ça c'est Boris qui nous l'apprend. Boris c'est l'ancien leader du quartier de Hillcrest. Reconnu pour être un grand tueur de clickers avec son arc, il a protégé sa communauté jusqu'à ce que la Fedra prenne le contrôle de la ville. Mais lorsque le Wolf a chassé la Fedra et a commencé à mettre en place des règles encore plus strictes, certains habitants du quartier n'étaient pas d'accord et venaient voir Boris pour lui demander un plan d'action. Seulement Sofia, la fille de Boris, a fini par faire un affront au Wolf en taguant Fuck the Wolf par-dessus leur affichage, ce qui lui a valu une exécution. Suite à quoi les suivants de Boris l'ont imploré de ne pas réagir trop violemment et même de réfléchir à rejoindre les rangs du WLF. Boris, lui, commence à développer une soif de sang de loup. Après les avoir provoqués à venir le chercher, Boris tue 3 soldats Wolf, poussant les habitants de son quartier à tenter de le livrer aux Wolf pour s'accorder leur bonne grâce. Dans une dernière confession, une lettre de Boris nous apprend qu'il a épanché sa soif de vengeance en infectant tous ses anciens amis qui l'ont trahi, avant de se faire mordre lui-même et de mourir en tant que rôdeur sous les mains d'Ellie. Ce témoignage du passé vient enrichir le parcours d'Ellie, tel un conte d'avertissement venant prédire une fin tragique à la quête de notre protagoniste. Et Abby, quant à elle, découvrira trop tard le coût de sa vengeance, lorsqu'elle trouvera chacun de ses amis tués par les 2 personnes venues venger à leur tour le meurtre violent qu'elle a commis. Alors qu'elle tente tout pour se débarrasser de ses cauchemars, que son père continue de la hanter et qu'elle cherche le chemin le plus droit vers sa rédemption, son monde s'effondre. Les choix du passé ont des conséquences sur le monde du présent. N'est-ce pas là finalement la véritable justice? Le problème avec la justice, c'est qu'il faut choisir un camp. Comme quand Yara raconte n'avoir pas su comment réagir aux révélations identitaires de celle qu'elle considérait comme sa sœur Lily. À cause de ses croyances, elle avait sous-estimé ses révélations et conseillé à Lev de garder ça pour lui, jusqu'à ce que la tension entre le ressenti de l'identité de Lev et le rôle dogmatique qui lui était attribué arrive à une rupture et que Lev ne puisse plus être accepté tel qu'il se sent dans sa propre communauté. He wanted to be a soldier like me, but they decided he was to be a wife to one of the elders. Then he shaved his head, like one of the men. Alors Yara est forcée de choisir un camp, sauf que Lev ne veut pas fuir au point d'abandonner leur mère. Persuadé qu'il pourra emmener leur mère avec eux, il décide d'aller la retrouver. She's gonna kill him, Abby. Mais les croyances qui refusent d'accepter la vérité de l'autre finissent inévitablement dans la violence. Jusqu'à ce que ça aille trop loin et qu'un camp devienne plus fort en se donnant pour mission d'arrêter l'autre. Isaac, what are you doing? Et que l'autre subisse, se défende et riposte. On ne sait d'ailleurs pas sur qui jeter la pierre. Entre le Wolf et les Scars, l'origine de la guerre est intentionnellement floue et le conflit a pris de l'ampleur au fur et à mesure que les frictions continuaient de s'accumuler. On sait notamment que le point de non-retour de cet affrontement avait été l'exécution de la prophétesse par Isaac, faisant naître un martyr pour les Séraphites. Et la guerre qui se profile sous nos yeux éclate dans un bain de sang et de flammes dont on essaye de s'extirper. Et au milieu de ça, Ellie tentant de mener sa vengeance à bien. On tombe
sur des soldats du Wolf tendus à cause de la guerre contre les Scars. On tombe sur des Scars qui rôdent prêts à massacrer leurs ennemis. Le papillon de nuit contre les loups et les anges déchus. Au début du jeu, on ne plante des gros coups de couteau que dans les infectés, bien obligés de se défendre. Le premier humain qu'on tue dans le jeu, c'est celui qu'on avait déjà tailladé en se défendant lors du meurtre de Joel. Pour sauver Dina, on lui ouvre la carotide. Et comme cette technique s'avère bien efficace, on apprend très rapidement à le faire à tour de bras, aiguisant notre couteau sur des jugulaires bien juteuses, récupérant l'arc de Boris pour devenir plus discret. Ellie devient petit à petit à l'image des rôdeurs, ces infectés ultra flippants qu'on entend que quand ils sont juste derrière nous. Elle se rend imperceptible aux yeux de ses ennemis, pour mieux les contourner, pour mieux les assassiner quand ils sont le plus vulnérables. Quand la vengeance l'exige, Ellie nous rappelle aussi Abby dans son introduction. Sure, they'll be happy to offer that information. Well, then we make them. You hear yourself? Elle s'apprête à torturer la personne qui détiendra les informations qu'elle cherche. Pissed we couldn't talk to her. Elle le mentionne assez tôt, et quand le moment vient de capturer une alliée d'Abby condamnée à mourir, le jeu retourne la caméra vers notre protagoniste pour regarder les dégâts de la violence qui se répercutent dans l'esprit d'Ellie. I made her talk. L'ascension de cette violence pousse Ellie jusqu'à l'aquarium avant d'assassiner le même chien qu'elle aurait pu caresser à Jackson, puis Owen et Mel. Elle ne le sait pas, mais Owen c'est le rêveur qu'elle avait été dans un musée d'histoire naturelle. C'est aussi le fantôme de sa meilleure amie Riley, idéaliste en recherche d'une cause meilleure, prêt à suivre la trace des Lucioles. Et Mel, c'est son inquiétude pour Dina, sa copine actuelle qui est en piteux état, qui l'attend pour rentrer, qui est enceinte. Et bien sûr, comme le résument si simplement la plupart des gens qui critiquent le jeu, la violence attise la violence. Donc les actes d'Ellie ne font que se répercuter sur les personnes qu'elle aime, tout comme les actes d'Abby s'étaient retournés contre son monde à elle. La violence a un prix, et celui-ci n'est autre que la douleur. Toute cette violence ne sera pas anecdotique, elle laissera des marques profondes sur les corps et dans les esprits de nos personnages. Même si Ellie a laissé de côté sa quête de vengeance après la défaite contre Abby, elle souffre de troubles de stress post-traumatiques. Il est écrit dans son journal qu'en tuant un sanglier, elle entendait les cris de Joel, et des visions de la mort de son père adoptif lui font perdre pied. Autant d'explosions d'émotions négatives qui l'empêchent de vivre en paix. C'est cette douleur qui la pousse à reprendre sa traque dans une quête de clôture. I have to finish it. Elle part, quitte Dina et leur enfant, quitte la vie paisible que la Providence lui proposait dans l'espoir de retrouver Abby. C'est là qu'elle fait le dernier choix qui lui fera perdre tout ce qu'elle avait, qui la précipitera vers la défaite la plus grande qu'elle espérait ne jamais vivre, se retrouver seule. Tandis qu'on sait de notre côté qu'elle n'obtiendra pas satisfaction en poursuivant Abby. Comment on le sait? Parce qu'on a été dans la peau d'Abby, et qu'Abby a eu sa vengeance. Lorsqu'on incarne Abby pour la deuxième fois, c'est un choc. Pourtant, on a été prévenu que ce personnage serait jouable, qu'on devrait s'identifier à ses problèmes. Mais on a parcouru un tel voyage en enfer avec Ellie qu'on attend une conclusion. Quand Ellie décide en accord avec Tommy et Jesse qu'il ferait bien de rentrer à Jackson même s'ils n'ont pas réglé son compte à Abby, They got what they deserved. But she gets to live. quand on pense qu'Ellie a enfin entendu raison et décidé d'abandonner cette quête violente, Is that okay? It has to be. Abby fait irruption, tuant Jesse et confrontant Ellie. You killed my friends. We let you both live. And you wasted it. Jusque-là, on pensait qu'Ellie était la victime. Depuis cet épisode de l'hôpital, Joel lui avait retiré le droit de choisir du sens de sa vie, du sens de son immunité. Elle en avait voulu à Joel et il était mort alors qu'elle avait encore du mal à le pardonner. Mais le jour où Joel lui a sauvé la vie, à l'hôpital, il y a eu une autre victime. La douleur est dans les deux camps, et lorsqu'on retrouve Abby après avoir assouvi son acte de vengeance, on la voit perdre son regard dans le vide l'espace d'un instant. On apprendra dans la suite de son parcours que malgré la vengeance assouvie, les cauchemars de cette nuit à l'hôpital la hantent toujours. Ce sont les cauchemars qui poussent Abby à se battre. C'est au réveil d'un cauchemar qu'on la rencontre dans sa quête de vengeance, et c'est à la suite d'un cauchemar qu'elle décide d'aller aider Yara et Lev. Mais il y a autre chose, l'épaule. Non, alors oui, Abby est musclée, elle s'est endurcie auprès des Lucioles puis des Wolves pour ne plus jamais avoir peur, et c'est tellement badass quand elle brise des nuques et éclate des crânes, et c'est tellement badant quand on la retrouve complètement émaciée après son séjour chez les Crotales. Mais c'est pas ça dont je parle de ça, de ce moment-là. Elle a mal à l'épaule, et on sait pourquoi. Dans son introduction, avant même de connaître les motivations d'Abby, on nous donne un indice. Dans une chute en échappant aux infectés, elle tombe sur l'épaule et se dit immédiatement que aïe, ça fait mal ça. My shoulder. Et on la voit des semaines plus tard en train de se masser l'épaule en mode ouf, je me suis déchiré un truc. Elle a un traumatisme. Ok, vous me croyez pas? C'est quoi l'épisode de boss ultime dans le jeu? Le Rat King, le roi des rats, l'amas d'infectés immondes dans les sous-sols de l'hôpital, le point de départ de l'épidémie. Et où est-ce qu'on combat cette atrocité ultime?
fuck is that? Dans le centre de traumatologie. Et c'est quoi le vrai traumatisme d'Abby? Cette nuit à l'hôpital, qu'elle continue de revivre en boucle dans ses cauchemars. Dans cette séquence horrifique, l'immonde créature en agonie qui nous poursuit personnifie les traumatismes d'Abby, qui la terrifient, qui lui font vivre un enfer, qui la gardent dans la nuit. Ces mêmes traumatismes qui vous laissent vulnérables et vous poussent à agir, à chercher un moyen de faire disparaître les souvenirs douloureux. N'importe quel moyen, qu'il soit violent ou rédempteur. Après la violence survient la douleur. Et quant à la douleur, on répond par la violence, on s'enfonce dans l'obscurité. Quel bonheur de sortir des sous-sols après cet épisode, que la lumière est douce. Parce qu'on le sait bien, quand on est perdu dans l'obscurité, Look for the light. What's that? Something my dad used to say. on ne sait pas vraiment quoi penser des Lucioles. Ils ont l'air d'être bien intentionnés, mais on se demande s'il n'y a pas un peu d'idéologie derrière tout ça. In the QZs, people would refer to the Fireflies as terrorists. Fanatics. Mais d'un autre côté, ils se battent pour la liberté et la fin de l'épidémie. Difficile de les condamner. Pour Abby, les Lucioles étaient sa famille, mais la lumière s'est éteinte à l'hôpital de Salt Lake City, forçant son groupe d'amis à se laisser adopter par le Wolf. Owen, lui, entend des rumeurs. I've heard more than once. The Fireflies aren't regrouping. Owen n'aime pas trop l'idéologie du WLF et préfère les idées défendues par les Lucioles. I don't want to fight over land that I don't give a fuck about anymore. Donc il choisit de partir à leur recherche. I'm going to Santa Barbara. Et ça semble déclencher quelque chose chez Abby, puisqu'après avoir fait boum boum dans le bateau avec Owen, elle réalise qu'elle aussi a besoin de sa quête de lumière. Elle décide d'aider Yara et Lev. Can you take a look at her? Mais Mel, la copine d'Owen, bien qu'on ne sache pas si elle est au courant pour la tromperie, nous fait comprendre qu'elle voit clair dans le jeu d'Abby. He may fall for your little act with these kids, but I don't. What? Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. Je savais pas quoi penser à ce moment. Et puis j'ai compris, Abby n'a pas encore payé pour ses actes. Elle cherche la rédemption car elle sent bien que son monde va la rattraper et elle n'est pas prête à payer son dû. Mais Mel, celle qui guérit et qui soigne, celle qui sauve des vies, celle qui donne la vie, avertit Abby. Tu n'y échapperas pas. Accroche-toi autant que tu veux à ta cause, la tempête arrive et ça sera pas beau à voir. Abby s'accroche de plus belle et tente le tout pour sauver la vie de ses anciens ennemis qui lui ont tendu la main. Cette nouvelle famille va la sauver encore une fois. Abby! Mais Abby ne pourra rien faire face à ce qui les attend. Après avoir perdu Owen, Abby reprend la quête qu'il envisageait. Elle se met à la recherche des Lucioles, localisées apparemment en Californie. Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Hi, Abby. We got a clear signal on you. Là-bas, elle retrouve leurs traces à Santa Barbara et l'espoir illumine son visage. Enfin, la rédemption. Non, avant le purgatoire. Fucking touch him! Catch. Chez les Crotales, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, Abby et Lev vont y passer des semaines avant de tenter de s'évader. Sans réussir. Leur châtiment pour avoir espéré la croix. Abby doit littéralement être crucifiée pour avoir eu foi avant d'espérer voir un jour une rédemption, qui viendra sous la forme d'un ange vengeur venu la libérer de son supplice. Liberté de courte durée puisqu'Ellie, face à la douleur du souvenir de Joel, prend Lev en otage pour forcer Abby à se battre. He's not a part of this. Le pire moment que j'ai vécu dans un jeu vidéo. Voilà, si vous n'avez pas joué et que vous regardez jusque-là, vous n'avez pas idée de ce que ça fait d'être obligé d'essayer de tuer quelqu'un qui le mérite pas. C'est le purgatoire du joueur. Après toutes ces morts gratuites, le joueur doit en subir une dernière, bien plus douloureuse. Avant qu'Ellie ne soit libérée de sa douleur par un dernier souvenir. Joel sur sa terrasse. Quelques instants plus tard, on réalise ce qu'Ellie a dit à Joel ce soir-là. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. I would do it all over again. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. Ellie libère Abby de son vœu de vengeance. Sa rédemption, Abby l'a méritée quand elle avait épargné Ellie. Don't ever let me see you again. Et Ellie, à son tour, ne méritera rédemption qu'après avoir épargné Abby, lorsqu'elle réalisera qu'elle est enfin capable de laisser la douleur derrière elle. Finalement, les arcs de nos personnages se complètent. Toutes deux apprennent que face à leur douleur, la soif de justice n'apporte que plus de violence, plus de douleur. Toutes deux apprennent, chacune à leur manière, à chercher en elles le pardon, à accepter la douleur plutôt que de la fuir. Abby, en réaction avec les ténèbres qu'elle a affrontées, la violence qu'elle a subie et engendrée, choisit de suivre la lumière, de croire en l'espoir. Ellie, quant à elle, décide d'abandonner sa quête de vengeance en laissant derrière elle le papillon de nuit avec les souvenirs de Joel et ses chansons. Pas de méchants, pas de héros. Les monstres que l'on affronte sont des hommes comme nous.